Salut à tous, donc dans cette vidéo on va vous expliquer comment équiper une moto pour l'extrême et le hard enduro. Partant sur le principe qu'une moto d'enduro, quand elle sort du magasin, elle est déjà quasi prête pour faire de l'enduro classique. On va voir un petit peu les spécificités qui s'appliquent à l'extrême et quels sont les accessoires indispensables pour éviter d'avoir trop de casse sur la machine et ou aussi principalement d'écourter les balades. Donc on a fait une petite sélection de 5 produits qui pour nous semblent clairement indispensables pour pratiquer l'enduro sans abîmer la machine et aussi pour faciliter un petit peu la pratique. Dans ces 5 produits-là, on a essayé de rester dans un budget d'environ 1000 € parce que forcément, peu importe qu'on ait acheté la machine neuve ou d'occasion, ça reste un budget conséquent et donc le reste des pièces, ça sera un petit peu à la guise de chacun et ça sera des pièces qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, pour nous, c'est clair, il faut changer les pneus. C'est directement la liaison au sol entre la machine et le terrain sur lequel on roule. Maintenant, il y a des marques de pneus qui se démarquent clairement dans la pratique de l'extrême et qui font clairement la différence quand on est sur le terrain. En plus, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous acquérissez la moto, de tout de suite mettre une bonne paire de pneus, vous gardez ceux qui étaient d'origine dessus, vous les mettez dans un coin dans le garage et ça vous permet que lorsque vous remettez la moto en vente, vous la remettez avec ces pneus là dessus. Ça fait une vente de moto avec des pneus neufs. On va pas trop rentrer dans le détail de quel pneu est le mieux, le moins bien, etc. Ça pourra éventuellement faire partie d'une autre vidéo. Moi sur ma moto, j'utilise les Michelin Medium Enduro. Je pense que 70 ou 80% des pilotes qui font de l'extrême utilisent ces pneus-là. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils sont utilisés en course comme à l'entraînement. Ils ont une assez bonne durée de vie. Et en plus de ça, ils procurent un grip qui est vraiment juste exceptionnel. Tout le monde a bien vu sur la vidéo que le pneu arrière il est monté à l'envers. Mais je pense que comme beaucoup d'entre nous, mon pneu, quand il a fait un petit temps dans le bon sens, pour vraiment aller jusqu'au bout et le tuer, on le met dans l'autre sens. La deuxième chose qui pour nous est vraiment indispensable une fois qu'on a changé les pneus, c'est les bibs. C'est juste tout simplement indispensable en extrême enduro pour 2 raisons. La première, c'est que ça permet de rouler très bas en pression sans avoir le risque de crevaison qu'on peut avoir avec les chambres. Et puis la seconde, c'est que le bib, lui, on peut du coup aller dans des pressions très très basses, avoir énormément de grip et un pneu arrière surtout qui se déforme énormément. Donc ça semble pour nous indispensable pour ces 2 raisons-là, c'est-à-dire rouler à basse pression et éviter le risque de crevaison lors des balades. On a mis un bib médium à l'avant, donc ce qui est à peu près l'équivalent de 800-900 grammes. Et on a mis un bib soft à l'arrière, ce qui est l'équivalent de 500 grammes. On voulait vraiment avoir énormément de grip à l'arrière. Ça reste largement roulable dans le roulant. Et par contre à l'avant, on a fait le choix de partir sur du 800-900 grammes parce que mis à part en course où là vraiment on va chercher le grip partout, nous lors des balades on fait aussi un petit peu de roulant et le fait d'avoir un petit peu plus de maintien au niveau de l'avant avec un bib un petit peu plus gonflé, ça permet d'avoir un avant un petit peu plus précis avec un petit peu plus de tenue tout en gardant forcément pas mal de grip parce que même rouler à 900 grammes, c'est déjà pas mal. Le troisième élément indispensable quand on veut aller dans l'extrême, si c'était pas dessus sur la moto, c'est le ventilateur. Ça c'est sûr et certain, le ventilateur, surtout sur les motos modernes avec injection, etc. qui sont, on va dire, peut-être un petit peu plus susceptibles aux casses moteurs si elles sont mal entretenues. Le fait d'avoir une moto qui chauffe en extrême, et puis de toute façon en extrême ça chauffe forcément, pour la simple et bonne raison qu'on n'a quasi pas de vitesse, que la moto elle tourne, elle tourne, elle tourne. Le ventilateur est indispensable. Il va tout de suite prendre le relais. Dès que la moto chauffe, le ventilateur se déclenche, ça fait passer un petit peu d'air dans les radiateurs. De toute façon, vous verrez bien s'il y a des gars qui roulent avec vous, qui ont des ventilateurs et quand vous êtes dans les portions d'extrême, vous entendrez les ventilateurs se déclencher vraiment très très régulièrement. Et si vous en avez pas, dites-vous bien qu'au moment où les ventilateurs des collègues se déclenchent, sûrement que votre moto elle aurait aussi bien aimé avoir un ventilateur et pouvoir abaisser un petit peu la température du moteur. Donc maintenant, on arrive au 4e point des accessoires indispensables pour équiper sa moto pour l'extrême enduro. On arrive sur les protections de disques avant-arrière. Pourquoi on trouve que c'est indispensable? Pour la simple et bonne raison qu'en extrême, on va forcément aller se mettre dans des cailloux, dans les pierriers, quand on remonte un peu des rivières, etc. Les disques sans protection sont très très exposés. Quand ils rentrent en contact avec une roche ou quoi, dans le meilleur des cas, ils se voilent. Dans le pire des cas, quand ça va trop loin, on peut même aller jusqu'à la casse. Et là du coup ça devient tout simplement plus roulable, à savoir que pour le coup les disques ça fait clairement partie des pièces qui commencent à être onéreuses dans les consommables. Si on peut éviter de les changer tous les 4 matins, c'est pas mal. 5e et dernier point, dernier accessoire à rajouter sur la machine avant de partir dans l'extrême, le sabot moteur. Il va permettre
forcément dans un premier temps de protéger un petit peu le dessous de la moto, protéger le cadre, protéger un petit peu les carters du moteur pour quand on va rentrer dans les cailloux, passer des troncs, etc. Les protections comme ça, elles fournissent un petit peu plus que de protéger le cadre. Elles vont dans un premier temps protéger d'autres parties du moteur. Ça participe à protéger la partie pompe à eau et le petit accessoire qu'on a mis là qui sert à régler la tension du ressort de valve. Et aussi de l'autre côté à protéger un petit peu le carter d'allumage. Donc ça protège bien l'ensemble du moteur. Et en plus de ça, il y a quelque chose de non négligeable, c'est que le fait que le sabot prenne en compte la biellette, dans un premier temps ça va déjà protéger la biellette et ça c'est super parce que le pied d'amortisseur et les biellettes sont fragiles. Et puis en plus de protéger, ça va faciliter le passage, faire un petit peu office de rail pour guider les obstacles vers la sortie et donc faciliter le passage. Quand on pousse la moto ou quand on a fait un passage où tout a un peu frotté, on est sur un accessoire qui, en plus de protéger considérablement la moto, parfois va nous donner un petit coup de pouce pour nous faire passer quelque chose. Maintenant, on a fait le tour des 5 éléments qui nous semblaient vraiment indispensables pour équiper la moto à la sortie du magasin. On a essayé de rester dans un budget inférieur à 1000 €. Et en plus de ça, lors de la vidéo, à chaque fois qu'on va parler d'un élément, on vous mettra le prix en moyenne, parce que forcément selon le modèle que vous allez choisir, on peut avoir des différences. Et puis si vous voulez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous cherchez tel ou tel modèle et que vous avez du mal à le trouver. On peut vous donner des endroits où aller chercher des pièces spécifiques pour l'extrême enduro. Et puis maintenant, on va passer au reste de la moto. Donc on va vous présenter les autres accessoires qui sont sur la moto et pourquoi on les a mis. À savoir que ceux-là, on peut les mettre plus tard dans le temps. Alors ils participent tous un petit peu à leur niveau à amener la moto vers quelque chose de plus en plus typé extrême enduro, mais à savoir que c'est moins indispensable et qu'on peut les mettre au fur et à mesure du temps. Dans les autres choses qu'on a mis sur la moto, il y a la housse de selle. La housse de selle, c'est assez important de changer par rapport à l'origine. L'idéal, c'est de la changer à la limite quand on a abîmé la première. Pour la simple et bonne raison que si on remplace par une housse de selle qui procure un petit peu de grip, donc comme celle-là avec des petites lanières en cuir ou certaines qui ont une texture un petit peu grip, ça permet en fait de moins glisser sur la moto et de moins se retenir avec les bras et donc de moins se fatiguer. On sait bien en extrême enduro qu'au bout d'un moment, c'est la fatigue qui fait que ça passe plus. Donc la selle, ça participe. Dans les autres choses qu'on a rajoutées sur la moto, on a mis la Rhéos de mètre cylindre avec le capuchon. Bon, du coup, le capuchon, c'est juste pour le style. Mais la Rhéos, ça permet d'avoir plus de liquide de frein dans le système de frein et de faire en sorte que lorsqu'on l'utilise beaucoup, ça mette plus de temps à chauffer. On a mis aussi une pédale avec des petites dents pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est un petit peu plus longue. Ça permet de l'attraper plus facilement en extrême, on peut très rapidement en avoir besoin. Les picots, ça permet d'avoir plus de grip. Et puis moi, d'un point de vue personnel, ça me met le levier un tout petit peu plus haut. On peut voir que moi, je suis déjà en limite et j'aime bien l'avoir très haut parce que quand on est dans des descentes avec beaucoup de pentes, ça devient difficile d'envoyer le pied en avant pour aller chercher le frein arrière. Et donc là, il est tout de suite accessible. Ça demande juste dans les parties roulantes du coup rouler un petit peu avec le pied un petit peu en canard, on va dire, pour éviter d'avoir le pied sur le frein arrière. Donc, là, comme on voit, il y a le carter d'embrayage récluse. Donc il n'y a pas l'embrayage récluse derrière, C'était vraiment juste pour remplacer l'ancien parce qu'on l'avait un petit peu abîmé. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce éventuellement pour ceux qui utilisent le même type de pédale de frein. On a retiré le tout premier ergot. On s'est aperçu que lorsqu'on prend un gros choc et qu'on tord la pédale, le premier ergot il vient directement rentrer dans le carter. Et donc là, si on l'enlève, ça permet de pouvoir tordre la pédale en espérant pas trop abîmer son carter d'embrayage. Ensuite, on a la petite valve qui est là. C'est un système de réglage de tension de ressort de la valve d'ouverture à l'échappement. Donc c'est une valve qui est vendue avec le kit Attila qui permet d'avoir un comportement moteur avec un petit peu plus de couple à bas régime, une courbe plus linéaire que la courbe d'origine et du coup dans la globalité une moto un petit peu plus pleine à tous les niveaux et surtout du coup plus efficace dans l'extrême. Donc le kit il comprend cette pièce qu'on voit ici. Ça comprend aussi un cône de Venturi, ça comprend la petite vis qui permet de régler le ralenti et ça comprend des clapets en carbone avec une forme un tout petit peu différente de ceux d'origine et donc d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus typé extrême enduro. Mais ça c'est vraiment le petit plus de la fin. Toujours de ce côté-là, dans les petites pièces qu'on a rajoutées, moi j'ai mis le petit Tirax à l'avant. Donc ça clairement c'est pour toute la phase d'entretien, il n'y a pas photo
à chaque fois qu'on veut remettre ou enlever l'axe, d'avoir le tire-axe, c'est vraiment super pratique. Sur la moto, on peut s'apercevoir que j'ai fait préparer les suspensions chez FRD. Donc là, c'est pas forcément pour dire que ce soit plus efficace dans l'extrême, mais c'est que des suspensions préparées, ça apporte un petit peu plus de confort. Et lors des longues balades, ben, ça fait la différence parce qu'on arrive à économiser ses bras un petit peu plus longtemps. Et puis sur le global, il n'y a pas photo, la fourche préparée propose quelque chose d'un petit peu plus performant et d'un petit peu plus polyvalent que ce qui est proposé pour l'origine, et surtout plus adapté au pilote. Si vous sortez un petit peu des normes qui sont faites par les constructeurs, le pilote d'1m75, 70 kg, bah, du coup la case préparation, ça peut être une bonne solution. J'ai changé aussi en mettant les poignées Locon pour deux raisons principales. La première, c'est que fini les poignées qui tournent sur le guidon. Ça, c'est vraiment super, plus besoin de mettre le fil de fer, donc ça c'est non négligeable. Les poignées sont vraiment fixes, peu importe le temps qu'on les fasse tomber dans la boue, dans la rivière, dans ce qu'on veut, les poignées elles tournent plus. Et aussi parce que du coup la poignée Locon, elle est entre guillemets moulée sur un support en plastique, qui fait que quand on déchire la poignée, en général elle ne se déchire pas tout du long, elle s'arrête très rapidement de se déchirer parce que la partie plastique dessous prend le relais. Et donc sur la globalité, on va dire, les poignées sont en général plus résistantes que les poignées simplement en caoutchouc. On peut s'apercevoir aussi que du coup j'ai mis la ligne FMF, donc le Fati que tout le monde connaît, avec le silencieux Titane 2.1. Le Fati, c'était clairement pour le gain de couple. Il apporte un petit plus que le pot d'origine n'apporte pas. Le silencieux, on va pas se mentir, c'était juste pour l'esthétique. J'ai pas trouvé une énorme différence entre le silencieux d'origine et le titane. Pourquoi je mets pas la protection de pot carbone? C'est pas parce que je suis blindé et que je peux changer des pots FMF à chaque fois qu'il est tordu, parce qu'on peut voir que je l'ai déjà redressé un bon paquet de fois. C'est plus parce que nous, il fait très chaud ici et que la protection carbone, elle a tendance à pas mal retenir la chaleur du pot. Et comme la moto, elle chauffe déjà pas mal, d'enlever la protection carbone, ça permet au pot d'échappement de prendre un petit peu plus l'air et donc de chauffer un petit peu moins. Ceux qui sont dans des endroits un peu moins chauds et qui font moins chauffer les motos, c'est sûr et certain que la petite protection de pot, ça peut éviter d'avoir un pot qui est éclaté trop rapidement, parce que bah, déjà de 1, on va pas se mentir, c'est moche, et de 2, sur le papier, c'est censé quand même un petit peu diminuer les performances, même si je vous avoue que j'ai déjà ramené des pots complètement pliés et que j'ai pas trouvé que la moto a marché spécialement moins bien. Mais bon, il y en a qui diront c'est sûr, ça freine la moto, elle est moins performante. Oui, effectivement, si on s'en tient à nos livres, c'est ce que c'est censé faire. On a aussi changé les cale-pieds. Donc moi j'ai mis les S3. Donc ceux-là, c'est les curves. Pourquoi j'ai changé les cale-pieds? Bah déjà ceux-là, ils sont plus larges. Ça permet d'avoir un petit peu plus de stabilité sur la moto. On a plus de possibilités de poser son pied sur le cale-pied plus il est large. En plus de ça, il procure plus de grip que les cale-pieds d'origine. Donc ça aussi, c'est super dès qu'on commence à être dans des endroits un petit peu où la moto elle secoue, ou alors que les conditions étaient hyper humides. On a facilement tendance à perdre le pied du cale-pied. Dès qu'on perd le pied du cale-pied, en général, on perd un petit peu en grip. Et donc d'avoir des cale-pieds sur lesquels les bottes sont bien stables, bah, ça permet justement d'avoir son pied qui reste plus longtemps sur le cale-pied et donc d'avoir plus longtemps du grip. En plus de ça, ceux-là, ils sont vendus avec des petits jeux de cale. On peut régler la hauteur du cale-pied dans le logement dans lequel il est prévu. Et moi, du coup, je les ai mis complètement en bas. Ça baisse un petit peu le centre de gravité. Ça permet d'avoir des cale-pieds un petit peu plus bas. Ça rend déjà la position plus confortable, on va dire. Un peu comme font les gars en moto de trial. On voit bien que les cale-pieds en moto de trial sont relativement bas. Là, c'est pareil. Alors, il y en a certains qui diront « Oui, mais si c'est plus bas, ça va toucher dans les cailloux. » C'est pas faux. Mais en même temps, on les baisse de quelques millimètres. Ça ne change pas énormément de choses sur le fait que ça touche ou pas le caillou, parce qu'en général, on n'est pas à quelques millimètres près quand on a le cale-pied qui se rabat complètement parce qu'il a touché. Par contre, quelques millimètres sur la géométrie de la moto, donc sur la position des cale-pieds, ça joue clairement sur la maniabilité, la stabilité, etc. Et donc, le ratio gain-perte est clairement en faveur du gain de mettre les cale-pieds un petit peu plus bas. On peut voir de ce côté-là de la moto que j'ai deux protections supplémentaires par rapport à l'origine. Donc la première, c'est la protection du capteur TPI, parce que il est hyper exposé. Dès qu'on fait tomber la moto, on peut très rapidement avoir une roche qui vient un peu s'encastrer ici, et si on pète ça, la balade elle est finie, sans compter que c'est une pièce qui coûte relativement cher. J'ai mis aussi la protection de mes cylindres d'embrayage pour deux raisons en fait. La première, c'est que en extrême, ça peut rapidement arriver de dérailler.
Quand on a la couronne qui est un petit peu dans les cailloux, etc., et qui pousse la chaîne à sortir un peu de la couronne, des fois on s'en rend pas compte, ça déraille et puis on vient avoir la chaîne qui fait tout un tas de nœuds à cet endroit-là et qui du coup vient complètement s'écraser contre le mètre-cylindre d'embrayage. Le second cas, c'est quand on casse la chaîne et qu'on s'en rend pas compte. Du coup, ça peut arriver que la chaîne, au moment où elle arrive un peu vite, elle fasse un espèce d'emmêlage de maillon qui vient s'écraser contre le mètre-cylindre d'embrayage et du coup on abîme tout et ça coûte hyper cher. En plus de ça, si on foire les vis, ça devient un merdier sans nom parce qu'il faut retarauder. Donc moi je trouve que ça c'est un petit investissement non négligeable. J'ai mis une petite protection de bras oscillants aussi parce que pour le coup ça coûte vraiment pas cher et les bras oscillants, on va pas se mentir, sans la protection de bras on les ruine. Dans les protections, ça reste quand même une protection qui est clairement à utiliser. Petite protection que j'ai pas encore mis mais que je pense que je vais mettre, enfin c'est même pas je pense, j'ai déjà commandé la pièce. C'est la petite pièce que vous voyez là, elle est en plastique. Et en fait chez KTM directement et Husqvarna ou bien chez des accessoristes, on peut la trouver en métal. Effectivement, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà entendu des gars qui ont dit que quand ils sont tombés, ça a touché, la pièce en plastique elle a pété. Petite chose qu'on voit pas sur la moto, parce que lors de mes entraînements ici, j'en ai pas spécialement besoin, mais lors des courses, je crois que c'est déjà obligatoire, mais c'est surtout indispensable. C'est les petites poignées qu'on vient mettre à l'avant sur les têtes de fourche pour aider à tirer la moto quand elle passe pas, et la petite poignée qu'on vient mettre aussi à l'arrière de la selle pour lever la moto quand la moto est un petit peu dans des positions un peu merdiques, parce que on va pas se mentir, que ce soit sur la KTM, la Husqvarna ou même les autres, la prise naturelle de la moto qui est entre guillemets préconisée par le constructeur, elle est très loin d'être efficace et en plus de ça, pour certaines motos, je trouve même qu'elle est douloureuse. Donc la sangle à l'arrière, ça peut être pratique. La démultiplication, on est passé sur une couronne en 51 à l'arrière, toujours avec le pignon d'origine de 13 à l'avant. C'est quasi ce qui est utilisé par la plupart des gars. Il y en a certains qui montent à 52. Changer la démultiplication, ça permet d'avoir une moto qui tire un petit peu plus court et donc d'avoir une 2 un petit peu plus exploitable. Parce que la 2, elle génère plus de grip, on peut la tirer un peu plus loin. C'est toujours préférable de pouvoir utiliser la 2 plutôt que la 1. Et donc en mettant une couronne un petit peu plus grande, on rend la 2 plus accessible et plus utilisable. Dans les petits changements, enfin les petites améliorations qu'on voit, je sais qu'on les voit de temps en temps sur les motos pilotes et que du coup on trouve pas forcément sur internet à quoi ça sert, ou alors le contenu il est en anglais et quand on n'y pige rien en anglais, on n'a pas compris dans la vidéo. Sur les rayons, j'ai mis des colliers à chaque croisement de rayons, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, surtout en extrême où on a parfois des roches, on voit bien avec l'état des jantes, des roches qui en roulant peuvent venir taper dans les rayons. Si on a des rayons un peu fatigués ou alors à l'inverse des rayons un peu trop tendus parce que la jante a un petit peu voilé, du coup ça a tendu un rayon, on peut avoir la tête de rayon qui casse. Quand il change un petit peu d'axe, il peut finir par sortir du moyeu. Et au fur et à mesure qu'il sort du moyeu, il finit par venir à proximité d'éléments du bras oscillant si c'est à l'arrière et de la fourche si c'est à l'avant. Et en fait, au moment où le rayon il sort, il finit par taper dans la durite de frein et le bras oscillant si c'est de ce côté-là, et ou dans la chaîne si c'est de l'autre côté. À l'avant, ça vient taper dans les tubes de fourche, etc. Donc ça évite au rayon de sortir. Dernier élément de la machine, et du coup pas des moindres, que j'ai changé pour l'adapter un petit peu plus à moi et à ma pratique. C'est le poste de pilotage. J'ai changé le guidon, donc c'est toujours un ProTaper comme l'origine, mais c'est pas le même cintre. Celui-là c'est le cintre Reed de chez ProTaper, donc après il y en a qui préféreront aller chez Rental, etc. Mais pour faire simple, c'est un cintre qui est légèrement plus haut que le cintre d'origine, parce qu'en enduro on est vraiment souvent debout. Et donc du coup, moi je fais 1m80, c'était vraiment plus confortable d'avoir un tout petit peu plus de hauteur sur le guidon. Et aussi, j'ai avancé mon guidon sur les pontées d'origine. Donc en fait, il y a 4 positions, parce que les pontées, on peut les mettre position basse tournée vers l'avant ou vers l'arrière, ou position haute tournée vers l'avant ou vers l'arrière. D'origine, la moto elle est réglée avec les pontées sur le trou du bas réglées vers l'avant. Et moi je les ai mis sur le trou du haut réglé vers l'arrière. Ça permet d'avoir un poste de pilotage un petit peu plus loin pour que quand on soit debout, on ait moins l'impression d'avoir un petit peu le guidon dans les hanches. Moi, c'est la sensation que ça me donnait. Après, les postes de pilotage, c'est ultra personnel. Mais pour le coup, il ne faut vraiment pas hésiter à changer un petit peu pour trouver quelque chose qui nous correspond, parce que souvent, on a tendance à laisser celui d'origine comme c'est d'origine et à se dire que ça va très bien. Et au final, parfois, de tester un petit peu des trucs, on finit par tomber sur un réglage qui nous convient vraiment bien
et avoir une moto où tout tombe sous la main et où on se sent confortable dessus, ça n'a pas de prix quand même. On passe des fois des heures dessus et au bout d'un moment, c'est le genre de petits trucs qui font qu'en fin de balade, on a moins mal au bras, on est moins fatigué. Et en extrême, moins fatigué et moins mal au bras, on passe plus facilement les obstacles. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc merci à tous ceux qui ont pris la peine d'aller jusqu'à la fin, c'est vraiment cool. Dans les commentaires, il ne faut vraiment pas hésiter à laisser ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et surtout s'il y a des choses que vous voudriez savoir. Pourquoi on crée la chaîne, c'est vraiment de se dire que quand on cherche du contenu tout terrain, on trouve beaucoup de contenu cross et on en trouve en fait très peu sur l'enduro. En plus de ça, des fois on en trouve, mais du coup c'est en anglais. Si vous êtes un peu mauvais en anglais comme moi, du coup c'est pas toujours facile. Nous, la chaîne, elle va se concentrer exclusivement sur l'enduro, mais à tous les niveaux, aussi bien sur la moto d'enduro que sur l'équipement, parce qu'on trouve plein de comparos bots, mais souvent c'est des comparos bots pour le MX, alors que des bots pour l'enduro, c'est pas fait du tout pour la même chose. Et puis aussi de la mécanique. Si vous avez besoin de conseils ou de tutos mécaniques, nous on va essayer vraiment de s'affairer à vous faire des tutos méca. Pas en mode vous êtes dans l'atelier usine avec les 36 000 outils qu'il faut et si vous les avez pas, vous êtes des bons à rien. On va vraiment essayer de parler de ce qu'on appelle la mécanique pour tous et voir comment faire pour changer quelque chose ou remplacer une pièce quand on n'a que les outils à disposition et tout en essayant de le faire du mieux qu'on peut. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous connaissez la musique avec tout le monde. On essaye de s'abonner, mettre un petit pouce et la petite cloche et je vous dis du coup j'espère à une prochaine vidéo.